Chers amis, allez, on continue cette matinale Tocsin. Merci d'être sur cette matinale. N'hésitez pas à partager, liker. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette matinale et on vous en remercie. Maintenant, on va parler du sujet, bien entendu, ce sujet très grave à l'international d'Israël contre le Hamas, bien entendu. Et pour ça, ce matin, je reçois David Mansour. Bonjour David, comment tu vas? Bonjour Nicolas, ça va comme ça peut aller? Ouais, alors je vais te présenter parce que toi, en fait, tu es israélien, tu habites à Tel Aviv, je crois, c'est ça, ou un peu plus au sud, je crois. Au sud, à Jérusalem. Au sud Voilà, de Jérusalem, Jérusalem. pardon, ouais, rien à voir. À Jérusalem, c'est qu'il n'y a rien à voir, puisque j'ai traîné mes guêtres beaucoup en Israël pour des reportages. Et toi, tu es guide touristique là-bas, donc tu reçois beaucoup de francophones pour faire visiter le pays, parce il est quand même pas immense, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir sur place, hein, tout de même. Voilà, beaucoup, beaucoup de choses à voir. Exactement. Donc depuis une trentaine d'années en Israël, venu de France, j'ai fait l'armée en Israël, unité combattante. J'étais réserviste pendant 20 ans. J'ai participé aux 4 dernières opérations, si on peut dire, guerre d'Israël. Je suis père de 6 enfants. On habite au sud de Jérusalem et je suis guide depuis 17 ans du ministère du Tourisme. Je guide des francophones, canadiens, belges, suisses, même des Corses. Et voilà. Et on essaye de montrer la vraie image d'Israël, les deux côtés, toujours dans ce conflit aussi, de rester le plus transparent possible. Et voilà. Et c'est vrai que par le biais des réseaux sociaux, depuis qu'on a été attaqué depuis le samedi 7 octobre par les terroristes du Hamas, que ça a fait plus de 1400 morts, qu'ils ont des centaines d'otages chez eux et qu'on a vu la barbarie. C'est vrai que je suis sur les réseaux sociaux, j'essaye de répondre à mon niveau en tant que citoyen, en tant que soldat et en tant que père de famille. Ouais, alors moi, je t'ai connu parce que j'ai une amie qui habite à Tel Aviv et qui m'a d'ailleurs envoyé cette vidéo. Elle me dit, regarde cette vidéo, elle est intéressante. Pendant 10 minutes, voire un quart d'heure, tu as décrit ton point de vue sur la situation et c'est intéressant parce que tu abordes tous les sujets, qu'on soit d'accord ou pas avec toi. En tout cas, je trouve ça intéressant d'avoir ton regard. En plus, tu es guide, donc tu as une connaissance historique d'Israël et ça, c'est important aussi. Tu as une connaissance historique sur le temps long. Et aujourd'hui, il se passe ce qui se passe avec cette attaque terroriste des terroristes du Hamas, parce qu'on parle de terroristes, chers amis, ici. Et bien entendu, on a envie de savoir ce qui va se passer. Comment déjà, pour toi, quelle est la situation aujourd'hui en Israël? Moi, j'aimerais savoir si le peuple israélien aujourd'hui soutient, bien entendu, le gouvernement Netanyahou sur ce qui se passe aujourd'hui. Déjà, Nicolas, on n'est plus sous le gouvernement Netanyahou. Depuis quelques jours, il y a eu Oui. un gouvernement d'union d'urgence. Donc, ça veut dire que la gauche aussi, pas tous les partis, mais 3-4 sont rentrés dans le gouvernement. Et ça veut dire que là, on est sous l'union. Et en temps de guerre, c'est super important. Est-ce qu'il y a un soutien en Israël avant cette attaque des terroristes? C'est vrai qu'on avait pas mal de discussions avec le gouvernement. Israël est divisé en deux, la gauche et la droite, un peu comme aux États-Unis, un peu comme partout. Et c'est vrai qu'un Israélien sur deux ne pense pas de la même façon comment Israël devrait avancer. Israël a 75 ans, c'est la petite démocratie du Moyen-Orient, c'est un État juif après 2000 ans que le peuple juif a été en exil. Et on est aussi dans notre crise d'adolescence. Et avant, on avait des manifestations, d'accord, pas d'accord. Depuis que ça a commencé, cette catastrophe, on est tous unis. Plus de 370 000 personnes ont été appelées réservistes. Des avions entiers affrétés par Israël avec des gens qui reviennent du Pérou, d'Inde, où ils étaient en vacances, des jeunes. Ils n'étaient pas obligés de revenir pour aller sous les drapeaux. Tout le monde est revenu et il y a tout le monde qui est prêt. Il y a aussi une union et une solidarité auprès des civils, des amis à moi qui demandent de l'argent, des milliers de barbecues, de sandwichs, il commence à faire froid en Israël. Là, on est en journée, il fait un peu chaud pour un vendredi matin, mais en général, le soir, ça descend à 7-10 degrés. Acheter des blousons, acheter des damars, toutes sortes de choses. Et les gens se mobilisent, vont au front vers la frontière de Gaza, au nord avec celle du Hezbollah, et apportent le soutien à nos soldats. Oui, alors ce qui est intéressant, effectivement, c'est ce soutien-là. Il y a une question purement pratique que j'ai envie de te poser. Quand tu es réserviste et que tu habites à l'autre bout du monde, tu en as parlé, on a vu des Israéliens qui habitaient en Amérique du Sud notamment, ou aux États-Unis qui sont revenus. Est-ce que tu as l'obligation, quand tu es réserviste, est-ce que tu es appelé, tu es obligé de revenir ou pas? C'est une question purement pratique que je te pose. Sur le pays, si tu es là, Nicolas, tu es censé, ils arrivent à t'envoyer, ils t'envoient un SMS. Aujourd'hui, à mon époque, il n'y avait pas WhatsApp. Quand on appelait à la maison. Aujourd'hui, en 2 secondes, on te dit c'est l'armée. Tu as quelques heures pour venir à ton unité. Et voilà. Et quand tu es aux 4 coins du monde, je ne pense pas qu'il y avait cette obligation, mais ces dizaines d'avions affrétés qui font encore des milliers de personnes qui sont venues, ils le font par bon sens. C'est-à-dire que, voilà, on a un État juif, on a un petit pays pour
pour nous défendre. Après la Shoah qu'on a vécue il y a 80 ans, pour moi, ma famille était de France. Mon arrière-grand-mère était à Montreuil, en banlieue parisienne. Elle a été arrêtée le juillet 42 par la gendarmerie, ce qu'on appelle la Ralph du Veldiv, déportée dans le 12e convoi vers Auschwitz, brûlée là-bas. Mon grand-père, à 12 ans, il est orphelin Maurice. Il m'a toujours éduqué, toujours expliqué. Il m'a dit, à mon époque, on n'avait pas d'État juif. Aujourd'hui, on a un État juif pour nous protéger, pour être chez nous, et il faut le protéger. Et il y a ça qui coule dans nos veines, que c'est où on se défend et on se protège, où on peut finir comme on était il y a quelques dizaines d'années encore. Ouais, c'est ce que tu dis dans ta vidéo et c'est assez c'est passionnant, effrayant et passionnant. C'est toujours malheureusement le regard du journaliste, hein, parce qu'on vit une époque aujourd'hui extrêmement tendue, mais c'est ce qui fait aussi que l'histoire du monde avance parfois dans des cas tragiques, comme c'est le cas chez vous en Israël. Finalement, tu parles de questions de survie. Et d'ailleurs, on le voit bien en Israël, quand on va en Israël, bien entendu, on voit bien qu'à la douane, notamment, ou à l'aéroport, c'est extrêmement contrôlé, mais on comprend aussi que c'est votre survie qui est en jeu, parce que vous ne pouvez pas faire entrer n'importe qui au vu du contexte et de votre position géographique aujourd'hui au Moyen-Orient. Exactement. Et puis, c'est surtout une accumulation. Aujourd'hui, les jeunes, ceux qui nous regardent et tout ça, ils sont même peut-être pas au courant du conflit, mais Israël est un pays qui a 75 ans. Nous, on était en exil pendant 2000 ans. Il y a toujours une communauté juive en terre sainte, mais on n'avait pas d'État indépendant. Pendant 2000 ans, toutes les civilisations sont passées par ici. Et à la Première Guerre mondiale, c'est les Français et les Anglais qui vont faire un peu d'or d'ici. C'était l'Empire ottoman qui était là depuis 400 ans. Les Français et les Anglais vont reprendre le bébé, ils vont restructurer la région et donner l'indépendance à une quinzaine de pays. Ça, tout le monde ne le sait pas. Le Liban a eu son indépendance 5 ans avant Israël, la Syrie 4 ans, l'Égypte en 1923, une vingtaine d'années avant, la Jordanie 1 an et demi avant la création de l'État d'Israël, un État totalement créé par les Anglais et totalement artificiel au nom de la petite rivière qui passe, le Jourdain, qui est tellement historique. Et donc, nous, on a eu notre indépendance dans cette même ambiance. Le 29 novembre 1947, l'ONU propose un plan de partage entre les Arabes et les Juifs. On est au lendemain de la Shoah. Les Juifs acceptent David Ben Gurion. Les Arabes refusent. On est dans cette ambiance. Au lendemain, à Jérusalem, ceux qui sont là, c'est le Moufti de Jérusalem, Husseini, qui avait participé aussi activement avec Hitler. En proposant, il l'a rencontré d'ailleurs. Les gens peuvent tout vérifier sur Internet. Il est jusqu'à Berlin le rencontrer. Il lui a demandé de faire des chambres à gaz ici. Ça n'a pas eu lieu. Et nous, on crée un petit État juif au lendemain du 29 novembre 1947 avec 600 000 juifs, tous avec des numéros sur le bras, rescapés de la Shoah. Et on va gagner tant bien que mal notre guerre d'indépendance, attaquée par nos voisins. Et pendant 19 ans, ça sera une situation très difficile. On est un pays qui est faible, qui est tout nouveau, qui n'a pas d'aide internationale. Et on va être attaqué par nos 5 pays voisins à la guerre des 6 jours en 1967. Et c'est là qu'on va libérer ces territoires qui sont aujourd'hui disputés. Par exemple, la bande de Gaza, tout le monde ne le sait pas, de 1948 à 1967, elle était égyptienne. La population jusqu'à aujourd'hui est égyptienne. Il n'y avait aucune revendication palestinienne avant 1967. Le premier qui en parle, c'est en 1964, Yasser Arafat, qui est né, vérifié sur Internet, il a sa page Wikipédia, il est né en Égypte, il a fait une ingénierie, il voit qu'il n'a aucune chance de percer dans la politique égyptienne et il va être nommé par la Ligue arabe en 1964 pour créer l'OLP. Il reçoit beaucoup d'argent de leur part, Organisation Libération de la Palestine. On est en 1964, Gaza est sous les mains de l'Égypte depuis presque une quinzaine d'années. Toute la Cisjordanie autour de Jérusalem, des territoires qui sont discutés aujourd'hui, étaient sous les mains de la Jordanie. C'est pour ça que ça s'appelle Cisjordanie, Côte-Jordanie. Israël a 14 km de largeur, de Tel Aviv à la Cisjordanie, l'Égypte d'un côté, et la Jordanie d'un côté, et l'Égypte en contrebas, le Liban en haut, et la Syrie est jusqu'au lac de Tibériade. Et c'est en 67 qu'on va libérer tous ces territoires. Quand on se fait attaquer par nos voisins, on gagne cette guerre en 6 jours, et on récupère le plateau du Golan de l'Égypte, la Cisjordanie de la Jordanie, et la bande de Gaza avec tout le désert du Sinaï par l'Égypte. Et on fait un traité de paix avec l'Égypte, on leur redonne le désert du Sinaï. C'est en 1978, les accords Camp David, avec Sadat du côté égyptien et Menachem Begin du côté israélien. Sadat se fera assassiner déjà par des terroristes, les frères musulmans, lors d'une parade pour avoir fait la paix avec Israël dans les années 80. Et nous, on décide de garder la bande de Gaza avec l'Égypte et de dire il vaut mieux que ce soit des civils qui soient à 40 km de Tel Aviv qu'un pays 4 fois plus grand qu'Israël, comme l'Égypte, qui soit à nos frontières. Et peut-être que ça, c'était l'erreur tactique. Il aurait peut-être fallu
responsabiliser l'Égypte, qu'elle soit elle à notre frontière en face, pour peut-être qu'on n'arrive pas aujourd'hui, comme c'est le cas, qu'il y ait des groupuscules comme les talibans, comme Al-Qaïda, le Hamas, qui a pris le contrôle de cette zone depuis 2005. Mais ces actions terroristes, elles sont pas nouvelles en Israël. Quand tu dis qu'il y a une grande sécurité en Israël et qu'on fait attention, c'est tous les jours, il y a des attentats en Israël. Depuis à peu près 4 ans, on vit des choses avec des coups de couteau à Tel Aviv, avec des coups de hache. Dans les villes, ils rentrent, ils tuent les bébés, les femmes, les civils qui dorment. C'est arrivé des dizaines de fois, mais ça n'a pas ému le monde parce que ce n'était pas à une échelle comme là qu'on a perdu 1400 personnes qui se sont filmées, qui montraient ça sur Twitter, sur partout, et que le monde a vu enfin la chose. Mais ça a juste été amplifié, l'horreur. Mais on vit ça tous les jours. Et dans la charte du Hamas, qui a pris d'assaut lors d'élections à la bande de Gaza en 2005, 77% de la population et pas à l'époque Yasser Arafat et Abou Mazen. Et donc, le charte de l'OLP, il y a quand même marqué destruction de l'État d'Israël, aucune reconnaissance, tuer le maximum de juifs et éradiquer de la région le peuple juif. C'est écrit clairement. Quand on nous dit qu'aujourd'hui la réplique elle est sur des civils, comme c'est arrivé il y a quelques jours avec l'hôpital, qu'on a réussi à prouver Israël que c'était une requête des terroristes qui étaient tombés dessus. Tout ça, la population le sait, elle le vit. Ces actes de réjouissance à chaque fois qu'il y a un attentat en Israël, où on distribue des bonbons, des friandises à la bande de Gaza, à Ramallah, à Jenin et à Hébron, et qui sont fiers et qu'il n'y a pas de jour d'école et que c'est un jour férié. C'est des choses que moi, en tant que père de 6 enfants en Israël, on a du mal à vivre. On dit comment on va pouvoir vivre dans quelques années à leur côté quand la haine elle est ancrée au sein de la jeunesse et qu'on n'avance pas vers des bonnes choses. Ce que je vais poser comme question aussi, parce qu'il y a beaucoup, il y a le Hamas, il y a l'OLP. J'aimerais que tu nous fasses un peu un descriptif rapidement de ce qu'a été l'OLP, bien entendu, le Hamas, le Fatah du côté de la Cisjordanie. Et deuxième question, David, et merci d'être là ce matin, c'est comment le Hamas a pris le pouvoir et est-ce qu'il a pris le pouvoir démocratiquement? Parce que je lis beaucoup de choses absolument tout à fait contraires. Oui, ils l'ont pris démocratiquement, non, ils l'ont pas pris démocratiquement à Gaza en 2005. Donc rapidement sur ces OLP, Hamas et Fatah, et après la question sur le Hamas. Je fais la dernière question parce que j'ai un problème toujours pour retenir les différentes questions. La démocratie, il y a pas, à part Israël dans la région, il y a 26 pays autour de nous, la plupart musulmans, il n'y a aucune démocratie. Les gens, la Syrie, 200 000 personnes assassinées il y a 8 ans par leur président, il est toujours au pouvoir. Assad, il a utilisé l'arme chimique, c'était soi-disant la zone rouge d'Obama, on va venir libérer, ils n'ont rien libéré. Le Liban, on le sait, partagé entre le Hezbollah et trucs. L'Égypte, on est au 5e putsch en moins d'une dizaine d'années. La Jordanie, c'est un roi qui gère là-bas et la population n'a pas le droit de parler, ils tiennent sur un fil. La Libye, on a fait tomber Kadhafi. L'Irak, on a fait tomber Saddam Hussein il y a quelques années. Et ainsi de suite. L'Iran, avec là-bas les fondamentalistes qui veulent détruire le monde et avoir la bombe nucléaire. Il n'y a aucune démocratie dans la région. Israël est la seule démocratie, mais c'est aussi une faiblesse pour nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un conflit comme lequel on serait, aucun pays comme... C'est clair à dire, la France, les États-Unis, aujourd'hui, quand on est à l'extérieur d'un conflit et qu'on dit « Ah, c'est pas joli, là, vous avez tapé sur des civils. » Ils tirent des milliers de roquettes. Encore hier, j'étais 5 fois dans l'abri on a chacun un abri à la maison, une pièce de sécurité contre les roquettes. On a reçu des milliers de roquettes sur Israël, Tel Aviv, Jérusalem. C'est une sirène. C'est ton enfant qui te regarde, qui fait pipi sur soi. On a 35 secondes pour entrer dans une pièce fermée si c'était un obus chimique et on doit rester là-bas 10 minutes. On entend un boom. La chance, c'est qu'Israël a inventé ce qu'on appelle le dôme de fer il y a quelques années. Une personne qui devrait recevoir le prix Nobel dans le monde pour ça, c'est que dès qu'il y a une roquette de nos ennemis qui passe, il y a quelque chose de très sophistiqué qui fait qu'elle explose en l'air. En général, ça l'arrête, pas toujours. C'est pour ça qu'on a des morts aussi avec les roquettes. Mais ils tirent par milliers de roquettes. Ils espèrent comme ça que le dôme de fer ne va pas faire le travail et que ça va pas marcher. Mais les voisins qu'on a en face, c'est pas une démocratie. Par contre, on leur a donné une autonomie. En 48, on a dit l'État d'Israël est créé. Nos voisins refusent la création d'un État juif. Ils sont attachés à l'Égypte, à la bande de Gaza et à la Jordanie, en Cisjordanie. En 1967, il y a la guerre des 6 jours. Nos 5 pays voisins nous attaquent en un seul éclair. L'Égypte, la Jordanie, le Liban donne un peu main à la Syrie, avec l'Irak et l'Iran derrière. En 6 jours, on arrive à récupérer le territoire. On va rester une vingtaine d'années dans cette région sans donner d'autonomie. Et c'est-à-dire qu'on sera sur les villes de Cisjordanie, Bethléem, Hébron, Jéricho. Quand je suis venu m'installer en Israël, le bus de la RATP d'équivalent d'Israël passait par
par Bethléem, tout simplement, pour aller en direction de Beersheba. C'est-à-dire, on traversait il n'y avait aucun mur, aucune séparation. La population locale n'était plus jordanienne. Ils leur ont retiré leur nationalité. Ils n'étaient pas israéliens non plus. On n'a pas pu absorber 1,5 million d'ennemis avec qui on vient de finir une guerre. Si on est, nous, une démocratie, si demain ils votent, l'État juif, il est éradiqué par le bien du vote. Donc, on était un peu ambigu. On a gardé cette population-là. Elle venait travailler en Israël. Elle repartait le soir. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'Arafat fasse des attentats en Israël. Première intifada, 1987, c'est l'OLP. Fatah, OLP, la même chose. Voilà. C'est Yasser Arafat. C'est des attentats aux quatre coins du monde. On se rappelle en Argentine, à Paris, en France, à rue des Rosiers. On se rappelle le détournement d'un avion français de Tel Aviv, août 76, avec 200 passagers français, pas mal juifs qui étaient venus en vacances en Israël, détournés à Entebbe. La France ne bouge pas alors qu'il y a le commandant de bord qui est un ancien militaire français, il y a tous ceux qui travaillent à bord du bateau, il y a 200 civils français. La France n'intervient pas, c'est Israël qui envoie de Tsahal au bout du monde à Entebbe et qui libère tous les terroristes, qui tue tous les terroristes et qui libère tous les otages et les ramène en Israël. Ça fera valoir qu'Israël a le ballon avec Tsahal. Il y a eu aussi en 1972 l'attentat des athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques de Munich, tous assassinés par l'OLP, par Yasser Arafat. Il va aller se cacher en Tunisie et après, avec la pression, je pense, des États-Unis, de Clinton, il voulait aussi un peu de la paix. Il a fait l'impression de faire revenir Arafat et lui donner une autonomie sur la Cisjordanie et la bande de Gaza. Israël accepte, c'est l'époque de Yitzhak Rabin, qui a quand même été le chef d'état-major à la guerre des 6 jours, une grande personne. Il accepte avec son regard de faire venir Arafat. Et là, c'est le début de la fin. C'est des attentats suicides en Israël, c'est des bus qui pètent à Tel Aviv, des morceaux de chair partout, à Jérusalem, à Beersheba, rentrer dans les écoles, faire des fusillades. On a dit, on a tout vécu avec Yasser Arafat. Et à la fin, il y aura des élections. Après une dizaine d'années, il va essayer de faire des élections d'autorité palestinienne. Et il y a le Hamas, un nouveau mouvement un peu plus extrémiste. Alors là, c'est des djihadistes, c'est aucune reconnaissance d'Israël. Ils sont contre Yasser Arafat, ils veulent être plus blancs que blancs, plus rouges que rouges. Ils disent aucune reconnaissance d'Israël. On arrête les accords d'Oslo et on va raser Israël de la carte. C'est sa charte. Et ils vont réussir à prendre, lors de ces élections, comme j'ai dit, à 77%, la bande de Gaza. Et depuis, la bande de Gaza, c'est sûr qu'ils n'ont pas le droit de parler là-bas. La population civile, tu bronches, tu dis quelque chose contre le Hamas, tu es assassiné. Il y a eu des images chocs pendant des années. Mais petit à petit, on a vu quand même que par le biais de leurs roquettes qui tirent, du mal qu'ils nous ont fait, des attentats suicides partout en Israël, ils ont un soutien de la population avec distribution de friandises, avec des réjouissances à chaque fois qu'il y a des attentats en Israël, jusqu'au jour où, quand ils ont réussi à prendre les 150 otages vivants et pas vivants samedi 7 octobre, on voit que la population locale, elle les accueille, les terroristes qui arrivent en jeep, ils frappent sur les corps mutilés, ils crachent, ils découpent, ils violent. On voit qu'il y a un soutien, donc c'est ambigu pour nous. On est une armée, on sait que la population civile, c'est pas non plus qu'elle est que innocente, et avec ça, on doit faire une guerre chirurgicale pour savoir comment on frappe le Hamas. Oui, c'est la question effectivement du soutien à la population ou pas, bien entendu, puisque est-ce qu'on peut pas se dire aussi qu'une partie de la population est prise en otage par le Hamas comme bouclier humain, parce que on a vu des vidéos, notamment pendant l'exode des Gazaouites, on a eu des vidéos où le Hamas s'interposait pour éviter que les Gazaouites en question puissent prendre la route principale que ça leur avait accordée pour partir, quoi. Voilà, donc ça me semble important. Exactement. Ça, c'est le dernier événement. Israël sait qu'il y a une ville sous Gaza. C'est-à-dire qu'il faut dire aussi une chose, depuis qu'il y a l'autorité palestinienne, depuis qu'ils ont une autonomie à la bande de Gaza et en Cisjordanie, ils reçoivent de l'argent chaque année du monde entier. L'Union européenne donne des millions d'euros, vérifiés sur Internet. Les États-Unis. On a fait un article dans Putsch Média, pour le coup, là-dessus, sur les financements de l'Union européenne. Voilà. Oui. Alors, des millions, aujourd'hui, les téléspectateurs doivent le savoir, les auditeurs. À la bande de Gaza, ça pourrait être aujourd'hui Dubaï. Il pourrait avoir des bâtiments, il pourrait avoir un aéroport. Israël était prêt dans les accords d'Oslo. Il y avait un aéroport, faire venir le touriste pour pas cher, comme au Maroc. Tu t'assois, tu rentres dans un club med là-bas. Ils n'ont rien fait de tout ça. La population a eu rien du tout en argent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des souterrains. Au début, les bateaux avaient le droit de rentrer vers la bande de Gaza il y a encore une dizaine d'années. On a vu que par l'Iran arrivaient des obus. On a vu marqué Made in Iran, des obus qui sont tirés sur Israël. On a compris qu'ils venaient faire venir ça par voie maritime. On a fait un blocus, si on peut dire, ou en tout cas un regard
d'Israël sur tous les bateaux qui rentrent. Ils doivent être arrêtés au port d'Ashdod, à quelques kilomètres de Gaza. On vérifie que c'est des médicaments, qu'il n'y a pas d'armes, et ça continue. Donc, quand on nous dit prison à ciel ouvert, ils avaient la possibilité pendant des années de faire venir ce qu'ils voulaient. Ils auraient pu faire un paradis sur Terre, qu'aurait pu vraiment faire une compétition avec Tel Aviv, parce que c'est à 40 km. Ça aurait pu... Ils n'ont rien fait de ça. Ils ont construit des roquettes, et ça, il faut savoir le faire. Pour construire des obus qui peuvent tirer jusqu'à Tel Aviv 40 km, c'est qu'ils mettent de l'énergie. Ils ont fait un métro, ils ont essayé de faire des tunnels qui rentraient en Israël. Il y a 3 ans, ils ont réussi à rentrer. Ils ont réussi, il y a quelques années, à prendre même un soldat, je vous rappelle, d'une base militaire collée à Gaza, Gilad Shalit, un franco-israélien. Ils l'ont amené à Gaza, on n'a pas été capable de le ramener. Et à la fin, on a cédé au Hamas. Et on a libéré plus de 1000 terroristes qui avaient du sang sur les mains pour récupérer Gilad Shalit. Et là, on est dans une situation beaucoup plus difficile. Ils disent plus de 150 civils, des bébés, des enfants. Il y a les vidéos insoutenables qui tournent sur Twitter. On voit les terroristes avec des armes qui tiennent un bébé. Je viens d'avoir une naissance il y a quelques semaines à la maison, notre 6e enfant. Comment les parents ils peuvent surmonter ces choses, de voir leur enfant, de voir qu'il ait 18 ans ou un bébé, ça change rien, mais des choses, la petite vieille de 80 ans qui est une rescapée de la Shoah qu'ils ont pris et qu'on sait que si elle n'a pas ses médicaments, elle peut pas survivre et qu'ils l'amènent là-bas et tout, mais des images insoutenables. Et là-dessus, Israël doit garder la tête froide. On sait d'où on vient. On est un peuple où il est écrit dans notre Bible, dans la Torah, celui qui sauve une vie sauve l'humanité. Et il y a écrit aussi de l'autre côté, celui qui se lève pour te tuer, tue-le. Quand c'était des petits attentats, Israël ne voulait pas réagir, ne voulait pas faire une opération de grande envergure, ne voulait pas y perdre dans le tourisme. La 3e entrée d'Israël dans laquelle je suis guide touristique, c'est le tourisme. On ne voulait pas tout arrêter. Maintenant, on est parti pour des mois où on dit que avant que quelque chose redevienne normal, on est père de famille, il n'y a pas un centime qui rentre à la maison. Les gens sont bloqués à la maison. Les pères de famille, 370 000, sont tous au front. Comment les gens continuent à payer leurs crédits, leurs choses, acheter au supermarché? C'est des vraies questions. Mais à côté de ça, l'horreur dans laquelle ils nous ont mis, les images insoutenables qu'on comprend aujourd'hui, c'est 1500. Si demain ils s'y mettent tous depuis la frontière syrienne, avec le Hezbollah depuis le Liban, avec la Jordanie, qu'on voit que ça tourne et que le discours, on est en paix avec eux depuis 25 ans, on voit qu'il y a un soutien au Hamas, on voit que le message n'est pas net, que Israël s'est fait attaquer. Si demain ils s'y mettaient tous comme à la guerre des 6 jours, avec l'aide et l'argent de l'Iran derrière et du Qatar, peut-être que ça pourrait remettre même en danger l'existentiel d'Israël. C'est ce que je disais dans ma précédente vidéo. C'est interpellant et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est prêt à aller jusqu'au bout pour éradiquer le Hamas et le djihad islamique de la bande de Gaza. On fait en sorte qu'ils vont, la population civile, vers le sud de la bande de Gaza, plus près de l'Égypte. Petite parenthèse, l'Égypte a construit un mur depuis une dizaine d'années. Ils sont musulmans, ils sont frères entre eux. Ils ne veulent pas entendre parler des Gazaouis. Pourtant, ils étaient égyptiens avant la guerre des 6 jours. Quand on dit qu'Israël a fait une prison fermée, personne ne veut. Les Jordaniens n'en veulent pas. Le Liban, ils savent que c'est une population problématique, que si tu la fais venir, elle te fera des attentats. Pour rappeler, Yasser Arafat s'était caché justement en Jordanie en 71. Il a commencé à vouloir là-bas avoir une indépendance. Il a dit la Jordanie, elle a été créée aux côtés d'Israël, c'est l'État palestinien. Le roi de Jordanie à l'époque fait Septembre Noir. Écrivez sur Google Septembre Noir 1971. On parle entre 10 et 60 000 morts palestiniens. L'armée jordanienne rentre avec des tanks et fait un carnage. Arafat se sauve directement en Tunisie et le conflit est remis vers notre côté. Il ne voulait pas au début le côté de l'État d'Israël. Et donc le Hamas, tu as raison, il a bloqué la route en direction du sud. Il a fait tomber là-bas une roquette. Ça a mis en feu et la population locale ne peut pas aller. Mais ça, ils le savent qu'ils n'ont aucun sentiment pour eux, qu'ils s'en servent comme bouclier. La question... Oui, il me semble que c'est ce que je vois, c'est ce que je comprends. Ils s'en servent comme un bouclier humain et j'ai pas l'impression qu'ils fassent peu cas de leur population. Tu l'as dit en termes d'investissement sanitaire, de santé, d'éducation. Bon, éducation, on va dire normale, pas de l'endoctrinement, on parle bien d'éducation là. Cher David, il nous reste encore 2 minutes et je voulais savoir ton sentiment en début de semaine. Daniel Obono de la France Insoumise a parlé des terroristes du Hamas comme des résistants. J'imagine que toi, ça passe pas du tout pour toi. Non, on est d'accord, mais encore une fois, là, ils font de la politique pure, c'est-à-dire qu'ils savent le nombre, qu'est-ce qu'il y a en France comme population. Ils savent, on a déjà vu avant des manifestations qui créent Israël criminel. Les gens qui ont vu les images, qui ont tourné depuis samedi, nous à la sortie de Shabbat, on a regardé le 7 octobre, les images où on viole, où on découpe 40 enfants, la tête découpée, des maisons où il reste plus rien, brûlé vif à l'intérieur avec des cocktails Molotov. Un plan vraiment de A à Z que le Hamas a préparé pendant 2 ans, nous dit aujourd'hui de ça, on le sait.
ils avaient vérifié toutes les faiblesses. Ils savaient qu'il y avait la reste partie, l'équivalent du Bataclan avec 3000 personnes à quelques kilomètres de la bande de Gaza. Chaque terroriste, chaque équipe va à un endroit précis faire du mal. Ils arrivent à faire ce que jamais on a réussi à faire à Israël, 1400 morts, des milliers de blessés encore dans les hôpitaux. Celui qui peut soutenir ça et parler de résistance, j'imagine que sa famille n'était pas résistante, comme mon arrière-grand-mère a été déportée en France et brûlée à Auschwitz. Il faut aujourd'hui, je pense, avoir un petit peu de pudeur, savoir dire Israël n'a pas toujours raison, on est dans un conflit, on est dans pour une histoire. En face, il y a des voisins qui parlent de djihad et qui veulent cette terre. Nous, on parle qu'on veut vivre tranquillement avec nos voisins. Mais quand il y a un conflit, il faut savoir des fois faire preuve aussi de vérité et savoir appeler un chat un chat. Le Hamas, c'est l'équivalent d'Al-Qaïda, c'est l'équivalent des talibans, c'est l'équivalent de Daesh. Celui qui soutient ça, je ne sais pas comment il dort la nuit. Ouais, mais en tout cas, on ne sait pas, nous non plus, effectivement, parler du Hamas comme des résistants, concrètement, c'est assez terrible pour une députée de la République. En tout cas, David, je te remercie de nous avoir accordé cet entretien à distance et on te souhaite beaucoup de courage pour toi et ta famille et notamment pour Israël. Et bien sûr, on espère tous que ce conflit va vite s'arrêter pour vraiment épargner le maximum de vies humaines parce que là, quand même, la situation devient de plus en plus compliquée, me semble-t-il, et qu'il ne faudrait pas avoir une escalade dans la région qui pourrait être encore pire que ce qu'on a vécu aujourd'hui. Moi, je te souhaite une excellente journée. Tu es guide en Israël. Donc, voilà, merci beaucoup, David Mansour, d'avoir répondu à mes questions. Je te souhaite une excellente journée malgré tout, David. Merci Nicolas. Et chez nous, quand on arrive à la fin de la semaine, on dit Shabbat Shalom, on est vendredi. Ça veut dire que ce week-end soit dans le Shalom. C'est aussi Sémite Shalom. Shalom, c'est la paix, c'est Salam en arabe. À la base, on était cousins, ils l'ont juste oublié dans leur haine du prochain. Mais donc, qu'on ait un week-end dans le Shalom, dans la paix, que le monde ouvre les yeux et que surtout nos voisins, une fois pour toutes, comprennent qu'on est là, qu'on est fait pour rester dans la région et qu'il faudra vivre à nos côtés et qu'il faut que des fois la haine se mette de côté pour un avenir certain pour leurs enfants. Si ça pouvait être la population locale là-bas, il y a eu un printemps arabe, ils pouvaient eux-mêmes faire tomber le Hamas et aujourd'hui, on voit qu'il commence à y avoir un réveil là-bas. Alors ça pourrait peut-être le mieux pour tout le monde. Ouais, en tout cas, effectivement, en tout cas, on va rester sur ces mots-là d'apaisement, du moins d'apaisement. Bien entendu, je vais rester là-dessus. Merci beaucoup, David Mansour, d'avoir Merci Nicolas pour tout. En duplex du Jérusalem. Merci beaucoup. Allez, nous, on continue, chers amis, on continue la matinale Tocsin.